Bonsoir, merci à tous. J'ai croisé un certain nombre de personnes dans la journée avec qui j'ai pu échanger un petit peu, j'en reconnais quelques-uns. Donc il y a des questions qui ont été posées dans la journée, il ne faudra pas hésiter à les poser là devant tout le monde, que je puisse y répondre simplement. Je pense qu'on va attaquer, je pense que tout le monde est là, ou les gens vont arriver. Alors, le titre, il a été choisi forcément parce qu'il est en rapport avec le thème ici de l'expo, mais c'est aussi le titre officiel de ma petite présentation. Donc là aujourd'hui, on va passer de la photo à la peinture de lumière. Donc vous allez comprendre. Je vais commencer la petite présentation simplement pour vous dire que depuis que la photographie existe, des gens font du light painting. En fait, il y a toujours eu des gens qui ont fait du light painting. J'ai deux références historiques, alors qui peuvent être contestées pour les puristes, puisque même entre nous, entre light painters, on n'est pas forcément d'accord. On va trouver des traces un petit peu plus lointaines. Moi, j'ai essayé de prendre des événements historiques vraiment marquants, où vraiment les photos, elles étaient marquantes et elles étaient rentrées dans l'histoire. Donc il y a un photographe qui s'appelle Man Ray, que vous connaissez peut-être, qui a fait en fait la première photo pour moi en light painting, avec un trait dans l'air. Il a utilisé en fait une pierre à briquet d'ancienne génération, avec une petite mèche qui s'allumait à peine et qu'il a déplacée simplement pendant une pause longue. Donc c'est vraiment la première photo qu'on peut trouver dans l'histoire de la peinture de lumière. Ensuite, on a quelqu'un qu'on connaît beaucoup plus, qui s'appelle Pablo Picasso, qui était chez lui en fait dans le sud de la France. Il était chez lui à la maison et il a reçu la visite d'un photographe qui s'appelle Milly. Milly en fait lui a proposé de faire des poses longues. Et Picasso, pareil, il a utilisé une petite lampe et il a fait quelques traits dans l'air. On peut reconnaître sa patte personnelle, et il a tiré tout un tas de photos comme ça. Et ces photos-là, il y a une série qui est passée dans Life, elles sont très connues. Alors je ne saurais pas vous dire l'année, je ne sais plus si je l'ai marqué sur les références. Bon, c'est des photos... tous les light painters les connaissent, et puis les spécialistes un peu de Picasso connaissent ces photos-là. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ça a toujours existé depuis la création de la photographie. On fait du light painting, on fait de la pose longue, on fait de la peinture de lumière. Alors le principe de base, je vais le rappeler pour les gens. Je pense qu'ici j'ai un peu tous les niveaux. Dans le club, je ne sais pas du tout comment... Je connais pas les niveaux, je ne sais pas un petit peu si vous organisez des trucs de pose longue ou des choses comme ça. Je vais revenir sur le principe de base. Donc un trépied, un appareil photo. Plutôt un aspect, en fait, une pièce noire ou la nuit, mais vous allez voir que moi c'est pas forcément la nuit, et une source de lumière mais qu'on va contrôler manuellement. J'insiste bien sur le manuellement. La source de lumière, elle peut être orientée vers l'appareil photo, mais elle peut être aussi orientée vers le sujet. On en reparlera tout à l'heure. Bien sûr, le tout sur un trépied, posé sur un trépied. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire les premières photos, faire les premiers tests, faire des choses intéressantes, le strict minimum, un appareil photo. Alors, ce que vous voulez du moment qu'il est capable de faire de la pose longue en fait. J'ai rajouté depuis peu de temps un téléphone, puisque maintenant depuis 6 mois, 1 an, on trouve pratiquement tous les téléphones sont capables de faire de la pose longue. On peut poser un iPhone, on peut poser un Galaxy, un Samsung, n'importe quoi, on peut le poser sur un trépied, ils sont capables de faire de la pose longue, donc on peut faire du light painting avec un téléphone, un trépied, une télécommande. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Soit à fil, soit sans fil, j'en reparlerai tout à l'heure, ce qui va permettre d'être à la fois le photographe et à la fois le peintre de lumière. Moi, en ce qui me concerne, je fais les deux, c'est-à-dire que je pilote l'appareil photo et je pilote en même temps les lumières. Des sources lumineuses pilotables manuellement. Alors c'est pas très français. Pourquoi pilotable manuellement ? Simplement, en fait, quand on va faire des choses, il faut pouvoir avoir une certaine dextérité avec les outils. Donc en fait, on va rajouter des petits boutons poussoirs, ou on va modifier légèrement les lampes pour pouvoir en fait les piloter vraiment comme on a envie, pouvoir les éteindre pendant la pause, les rallumer, etc.
quand on utilise des lampes, on va dire plus classiques qu'on peut trouver dans le commerce, elles sont plus ou moins faciles à utiliser, à piloter. Et en dernier, j'ai rajouté, alors c'est pas du matériel, mais je l'ai rajouté, de l'imagination pour sortir quelque chose d'intéressant. Alors, entre parenthèses, je vous ai mis, réglage de base, et entre parenthèses, je vous ai mis pour des résultats immédiats. Ça veut dire que si vous sortez de la salle, que vous appliquez les réglages que je dis là, que vous utilisez une lampe digne de ce nom, vous allez être capable de sortir quelque chose. Alors, si on regarde, un temps de pause, une exposition de quelques secondes à un temps suffisant pour réaliser votre cliché. Alors là, c'est pareil, entre nous, Light Painter, on a des grandes discussions à ce niveau-là. C'est à partir de quel moment on peut dire qu'on fait de la peinture de lumière. Alors certains disent 1 seconde, certains disent plusieurs secondes, etc. Enfin, on n'est pas d'accord. On va dire en gros, à partir d'1 seconde, on peut commencer à faire une traînée lumineuse intéressante. Pour commencer, comme mon collègue d'avant, il a expliqué que toutes ces photos, il les faisait à 100 ISO. Moi, je suis pareil. Toutes les photos de base, je vais les démarrer à 100 ISO pour avoir une première approche. De toute façon, plus on est bas, moins on aura de problèmes avec le capteur. Ouverture focale la plus fermée possible. Alors là, j'ai essayé de me mettre un peu dans l'esprit du club, donc la plus fermée possible, c'est-à-dire avec le F le plus élevé. Mais par contre, moi j'ai rajouté là entre parenthèses, si on veut avoir le piqué de l'objectif qui va bien, on va essayer de se mettre à peu près au centre des performances de l'objectif, c'est-à-dire, on va dire entre F8 et F11, pour avoir quelque chose de sympa. Alors attention, si jamais on utilise des ouvertures très lumineuses et qu'on ouvre beaucoup, on va sortir de tous les réglages que je vous ai dit, on va sortir de toutes les techniques, on va arriver dans des trucs beaucoup plus évolués et plus compliqués à mettre en œuvre, même si ensuite là j'ai quelques exemples à vous montrer à ce niveau-là. Un truc que j'ai pas dit, je vais dérouler, mais si jamais vous avez un doute, une question, il faut m'interrompre, il ne faut pas hésiter. Alors, tout de suite, des petits trucs et des petites astuces qu'on peut placer assez facilement pour éviter de se louper sur des photos, éviter de faire des trucs un peu qui vont partir bancal tout de suite. Alors déjà, ce qu'il est conseillé, c'est de modifier son matériel d'éclairage. C'est ce que je disais, pour bien piloter toutes les lampes, le modifier soi-même, faire des caches éventuellement. Enfin voilà, je remontrerai des lampes tout à l'heure où par exemple, par exemple vous avez la lampe là qui donne l'éclairage, mais rien que ça, là, l'affichage que j'ai derrière, ça peut me pourrir la photo complètement. C'est-à-dire que si je l'oriente pas bien, ma photo elle peut être foutue juste à cause du fait que j'ai les 2 chiffres qui sont allumés derrière. Donc des fois on fait des caches, on met du scotch, enfin voilà. Choisir un décor, un objet, une mise en scène, évidemment, on fait de la photo. Ne pas négliger la composition. Donc là, je suis avec, je pense, des puristes de la compo, donc on essaye de penser à la compo aussi. S'habiller en foncé, c'est pas mon cas pour l'instant, mais il faudra que je pense à mettre un petit pull tout à l'heure, parce qu'autrement je vais avoir des problèmes. J'ai rajouté gants, cagoule, on verra dans quelles conditions les gants et la cagoule peuvent être obligatoires, mais dans certaines conditions c'est mieux. En général, on a le visage assez clair et tout, et il apparaît facilement sur l'image. Après, dessiner, écrire, se déplacer dans l'espace. Là, je vais en parler après aussi. Dessiner, écrire et se déplacer dans l'espace, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des petites techniques à mettre en place pour améliorer tout ça. Travailler sur la diffusion de la lumière. Alors là, c'est simple. Si vous prenez une lampe de base, par exemple celle-ci, si on fait un déplacement de la lampe, on va avoir la traînée des LED pas forcément jolie, pas très esthétique. Donc on va mettre quelque chose devant, on va essayer d'adoucir un peu tout ça pour avoir une traînée plus sympa à regarder et plus jolie à regarder, plus agréable à l'œil. Si vous regardez par exemple les 2 exemples que je vous ai mis, on voit pas les LED en fait, alors que c'est des lampes comme ça qui sont utilisées à la base. Donc on va mettre quelque chose pour opacifier un petit peu et masquer un peu, lisser, diffuser comme on ferait en fait avec un diffuseur qu'on met devant un flash, sauf que là on va utiliser des subterfuges. Je sais pas, je peux vous en donner un tout bête, du papier sulfurisé par exemple, ça va nous faire un truc sympa. Travailler sur l'opacité de la lumière et ou du sujet. Là je reprends une référence, je me rappelle plus de son prénom, à une photo qu'il a fait avec sa modèle juste avant, c'est-à-dire qu'on peut aussi jouer simplement sur l'opacité
Vous prenez un modèle, vous l'éclairez pendant 10 secondes, il va être éclairé pendant 5 secondes. Si vous regardez la photo au bout de 10 secondes, bah, il sera à 50% transparent. Donc on va pouvoir jouer aussi avec ça. S'appuyer sur des éclairages existants. Ben là, je rejoins le monsieur qui a posé la question dans les conférences d'avant aussi, où par exemple, on va pouvoir utiliser la lune ou un éclairage public, enfin, on va pouvoir utiliser des éclairages. Light painter et ou photographe. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il faut savoir si on veut être simplement le photographe, si on veut être simplement le light painter, c'est-à-dire la personne qui va faire la lumière, ou si on veut être les deux. Et si on veut être les deux, forcément, ça va être plus compliqué puisqu'il faut piloter à la fois l'appareil photo et la lumière. Hop là. Alors ensuite, vous inquiétez pas, on va avoir fini la technique. J'essaie juste de rentrer un peu dans le détail pour vous montrer jusqu'où on peut aller, puis après on parlera des images. Là, tout de suite, j'ai essayé de... Je vous ouvre simplement l'esprit, les perspectives avec les puristes que j'ai ici, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire tout de suite, si on met des techniques un petit peu plus avancées. Alors évidemment, le mode bulbe avec la télécommande ou l'ordinateur, j'en ai discuté avec la personne qui s'occupe ici de l'affichage. Si on branche un ordinateur, on peut faire des trucs très sympas aussi. Il y a des petites applications super sympas où on va pouvoir en fait... Alors on n'a pas pu la monter là ce soir parce que c'est un peu compliqué. On a l'écran qui est dans l'axe en fait des photos que je voudrais faire. Mais on aurait pu faire une animation où on aurait vu ma lumière se mettre en place sur le décor en temps réel en fait. Ça, il aurait fallu un peu plus de temps et la configuration de la salle, elle n'est pas faite pour ça. Donc ça, c'est l'idée de télécommande et ordinateur, c'est-à-dire que l'ordinateur va vous permettre d'avoir un flux, un retour vidéo de ce qui se passe en sortie de l'appareil photo. Avec ou sans AF automatique, hein, la mise au point, ben on verra que dans le noir, pour faire la mise au point, c'est pas forcément évident. Alors après, il y a plusieurs techniques. Soit on va utiliser une optique manuelle où on va faire l'hyperfocale, enfin on va calculer l'hyperfocale, soit on va allumer une lumière et on va pointer le sujet pour faire la mise au point, on va la redésactiver derrière, enfin il y a plusieurs techniques, j'en reparlerai un petit peu après. Utiliser des pochoirs, tout le monde sait ce que c'est qu'un pochoir, je pense. Ouais, pochoir? Non? Oui? Bon, utiliser des pochoirs avec des beaux dessins, etc., qu'on va pouvoir allumer avec des flashs. Modifier l'ouverture et la sensibilité en fonction de la scène. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut faire apparaître un ciel étoilé et qu'en même temps on veut faire apparaître de la lumière plus ou moins puissante, c'est pareil, on va avoir des problèmes, donc il va falloir réfléchir comment on va faire, sachant que le but du jeu, c'est de le faire en une seule exposition. Donc là, on a différentes techniques. J'en ai noté une qui est tout en bas, qui s'appelle « Utiliser la technique du lens cap trick ». En fait, c'est mettre un bouchon et l'enlever et le remettre pendant la pose devant l'objectif. Ou alors, on va utiliser des filtres à densité neutre qu'on va enlever, qu'on va bouger pendant la pose. On va simplement masquer l'objectif avec un truc. Enfin, il y a tout un tas de techniques. Ensuite, j'ai mis « Éviter ou provoquer le flair ». Alors, vous, photographe animalier ou photographe macro, etc., le flair, c'est un truc que vous aimez pas trop sur les images. Vous allez mettre un pare-soleil, vous allez l'éviter. Moi, dans certains cas, j'aime bien avoir un beau flair, donc je vais essayer de le provoquer, c'est-à-dire trouver un angle avec un éclairage, me mettre bien sur le côté pour vraiment provoquer un flair sur une image à un endroit bien précis. C'est un truc qu'on n'est pas forcément... on n'est pas contre ça. Ça dépend ce qu'on va faire. Bon, dans les photos que j'ai exposées là, il n'y a pas d'exemple, mais ça m'arrive. Utiliser des filtres à densité neutre et modifier l'ouverture pendant l'exposition, c'est ce que je vous disais. Là, par exemple, vous le voyez peut-être pas bien, j'ai une optique Samyang toute manuelle. Je peux m'amuser en fait à changer l'ouverture pendant la pose. Alors c'est pas forcément évident sans bouger, voilà. Il y a des choses à faire attention. Le mieux, c'est de mettre un cache devant, de la changer, de renlever le cache après. Enfin voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. Alors, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais j'ai fait un effort, simplement pour vous dire que j'ai commencé à faire ce type de photo en 2013. Donc c'est pas vieux du tout. Je fais de la photo depuis toujours. Je
travaille pour un studio photo et des fois on fait des petites sorties, on va dire un peu moins professionnelles, où on va faire des choses pour nous ou des choses, on va repérer des choses. Et un soir de repérage sur le parvis de la cathédrale, j'avais une lampe torche et je m'amusais à embêter mon collègue avec la lampe torche, à lui pourrir ses photos avec la lampe torche. Et à un moment donné, il a fait une longue pause et j'ai fait une traînée lumineuse et je dis tiens c'est rigolo, on va dessiner un bonhomme. Donc j'ai dessiné un bonhomme et ça a sorti la première photo. Et c'est de ce jour-là que j'ai chopé le virus en fait. Ça m'a pris ce jour-là. Et depuis, je fais plus que ces photos-là. Non, c'est pas vrai, je fais d'autres photos aussi, mais voilà. Mais j'ai vraiment, enfin ça c'est vraiment ma première photo. J'ai du mal à la montrer, j'ai du mal à en parler, mais voilà. Alors, tout de suite, on va essayer de voir un petit peu les différents aspects, les différentes techniques, les différentes catégories de types d'images qu'on peut faire. Alors, je vais commencer par une toute bête. Bah, c'est écrire à main levée. Je pense que tout le monde a dû déjà essayer de le faire ici, dans les gens qui ont fait de la pose longue. Simplement écrire dans l'espace. Bah là, j'ai pas grand chose à dire, sauf qu'il faut arriver à équilibrer l'exposition entre les deux. Donc voilà, là, c'est tout bête, hein, c'était petite balade dans Paris. Là, pour pas avoir en fait la lumière qui éblouit l'objectif, j'ai mis un petit capuchon, j'ai dû mettre un petit capuchon de déodorant ou un truc comme ça devant la lampe pour pas que ça soit trop violent et que je puisse faire la traînée lumineuse sans justement mettre un coup de flair dans l'objectif ou avoir une étoile qui apparaît sur l'objectif. Bon, c'est pour l'exemple, hein, c'est loin d'être une œuvre d'art. Je vous ai mis simplement à titre d'info, c'est une expo de 9 secondes et là je suis à f16. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire de là où vous êtes, sur un 24 mm. Là, on arrive dans quelque chose d'un petit peu plus élaboré. C'est une de mes spécialités. J'aime bien calligraphier. Donc là, c'est la calligraphie. Alors, à main levée. Le lumière que vous voyez, il est fait devant une piscine. Il est fait dans l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement de point de repère nulle part. Et il est fait avec une lampe qui ressemble à celle-ci. Je vais vous l'allumer. Donc c'est un simple rectangle lumineux devant lequel là j'ai mis une petite gélatine de couleur pour la couleur orange, c'est tout. Alors comment elle se réalise ? Bah, c'est tout bête, c'est exactement la même chose que sur le papier, sauf que quand on veut faire de la calligraphie, qu'on est face à un objectif, il va falloir écrire à l'envers, et quand on fait de la calligraphie, on apprend à incliner en fait par exemple un calame à 45 degrés, mais là il va falloir que j'incline, mais il va falloir que j'incline dans l'autre sens puisque je suis dans l'autre sens. Ensuite, bah, il y a un positionnement, il y a un déplacement que je peux vous montrer. J'ai un petit exemple simplement vidéo où en fait je me suis amusé à passer une vidéo en accéléré pour voir la position de la lampe et vous pouvez observer mon déplacement pendant une calligraphie en fait. Alors il y a un premier passage où en fait il se passe rien, c'est-à-dire qu'on voit pas la traînée lumineuse, puis un deuxième passage où je laisse la traînée lumineuse pour vous montrer. Mais là vous pouvez voir que l'inclinaison reste à peu près constante. Quand on regarde comme ça ressemble pas à grand chose, mais avec un petit peu d'entraînement, voilà. On peut voir mon déplacement, alors il y a plein de petites manies, par exemple la main derrière le dos, bah, c'est simplement parce qu'en fait j'ai la télécommande dans la main, et pour cacher les LED de la télécommande pour pas qu'on les voit sur l'image, je mets la main derrière le dos, puis j'ai une montre connectée, quand je fais ça, elle s'allume aussi, alors je l'enlève jamais, et donc je mets ma main derrière le dos simplement. Et là vous avez le deuxième passage, où on garde la rémanence lumineuse. Pas de questions là-dessus ? Non ? N'hésitez pas. Hein. Calibrer les lettres, il y a quand même. Alors. Dessiner dans l'espace, c'est pas. Alors, je vais essayer de mettre ça. Ouais, je peux le laisser dérouler. Il y a des repères en fait. Alors, je vais essayer de parler plus fort et de sortir. Quand je fais la calligraphie, le premier problème c'est l'espacement des lettres. Donc en fait l'espacement des lettres on le décide en fonction de la hauteur de la lampe. C'est elle qui va décider de l'espacement des lettres. Donc comment je fais ? Je fais une première lettre, je regarde sa largeur et de là je sais à peu près où je vais arriver et où je vais poser mon mot. Ensuite je peux faire mon cadrage puisque je sais à peu près où je vais commencer, où je vais finir. Donc mon
Mon seul repère que j'ai, c'est sur le départ. Ensuite, avec mon inclinaison, je sais à peu près quelle épaisseur j'ai. De toute façon, je la vois tout de suite. La difficulté qui est un peu plus chiante, c'est la hauteur de la lettre, par contre. Pour arriver à faire la même hauteur de lettre, en fait, il faut utiliser un point sur le corps et puis essayer de la garder. Alors, plus ma lampe, elle va être haute, et par exemple, si j'utilise... Ça va mieux sans le micro, en fait. Avec le micro, j'ai un peu de mal. Si j'utilise une langue beaucoup plus longue, forcément, mes lettres, elles vont être beaucoup plus hautes. Donc forcément, mon point de repère, il va être beaucoup plus haut. Je ne pourrais jamais écrire le même mot sur la même distance avec deux langues qui ont une dimension différente. C'est impossible. D'accord ? Alors le plein et le délié de la calligraphie sont créés simplement grâce à l'inclinaison et au déplacement. Et puis quand je vais finir des lettres, par exemple un E, je le finis, et à l'extinction, en fait, il faut que j'éteigne ma lampe avant la fin de mon mouvement pour avoir la belle pointe et le beau filet de la lettre. C'est tout. Pas que je ne me suis pas entraîné, mais comme je ne sais plus avec qui je discutais tout à l'heure, non, c'était pas avec toi, je ne sais plus avec qui je discutais, où on me demandait si je faisais 25 000 essais avant de sortir la bonne photo. Je fais oui, je fais plein d'essais, mais souvent, je m'aperçois que la meilleure photo, c'est la première ou la deuxième. Et après, ensuite, en essayant de rectifier, en fait, je pars dans le... Enfin, c'est là où ça va plus, en fait. Alors là, vous avez un autre petit exemple avec une partie de ciel étoilé, la pollution lumineuse de Reims. Enfin, celle-ci, elle est beaucoup plus complexe. Et si mon photographe animalier, non, il est parti, il n'est plus là. Il est encore là, là ? Ah, il est parti. S'il était là, il ferait des bons, parce que s'il me voyait utiliser les filtres à densité neutre, je pense qu'il serait malade. Parce que je les touche pendant la pause, pendant l'exposition, je fais un peu bouger l'appareil et tout. Donc si vous venez zoomer sur la photo, etc., au niveau de la netteté, c'est loin d'être parfait. Par contre, voilà, c'est rigolo à faire. Bon, là, j'ai essayé de jouer un peu avec une perspective, c'est-à-dire qu'il part un petit peu en diagonale. Voilà, elle est un petit peu plus technique, elle est rigolote, quoi, voilà. Alors celle-ci, je l'ai mis parce qu'elle est assez populaire, et puis j'ai un ami light painter qui est très connu, qui s'appelle Darren Persson, qui lui vit de ça, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à dessiner des dinosaures. Il fait que ça, hein, et il gagne sa vie avec ça. Il a travaillé pour Apple, il fait plein de trucs. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais m'essayer à ça. Alors, je dessine, hein, j'aime bien dessiner. Et donc, je me suis essayé à ça. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est à la portée de n'importe qui sait un petit peu dessiner. C'est assez facile à mettre en œuvre. Puis, c'est assez ludique, assez rigolo. Pour les enfants, c'est assez marrant. Alors après, il faut respecter les proportions, etc. Mais vous y allez un soir de vent, un filet avec les nuages et tout. On arrive à être dans l'ambiance assez facilement. Qu'est-ce que j'utilise ? Alors celle-ci, elle a été faite en fait avec vous savez, les petites lampes porte-clés de voiture. Donc elle est simplement faite avec ça. Et là, je vous ai par contre amené une vraie lampe pour faire ça. La lampe qu'utilise le fameux light painter qui fait que ça, bon, beaucoup plus puissante, et il n'utilise que ça. C'est-à-dire que c'est tout bête, hein. Il y a une grosse batterie pour avoir de l'autonomie, un beau poussoir bien costaud, et puis on a vraiment de la dextérité pour l'allumage, et c'est tout. C'est votre bricolé. Alors je l'ai un petit peu modifié parce que le bouton poussoir il me faisait mal à la main, donc j'ai récupéré un bouton poussoir d'ordinateur que j'ai bricolé. Je suis électronicien à la base, donc s'il faut faire des soudures, ça va. Ça me gêne pas trop. Donc j'espère qu'il y aura des gens qui vont nous faire un petit dinosaure après. Normalement, ça va. Je prendrai des volontaires pour nous dessiner un dinosaure. Alors ensuite, un autre domaine que je pratique pas trop, il y a d'autres light painters qui le pratiquent beaucoup. Moi, il m'est arrivé de le pratiquer comme ça un petit peu pour m'amuser. C'est-à-dire qu'on va inverser le principe, et plutôt que d'orienter ma lumière vers l'objectif, je vais venir peindre réellement le sujet de la photo. Là, dans l'exemple, j'ai une fresque qui a été faite par un artiste rémois très connu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos ou des images de Yemza, ça vous dit quelque chose, non ? C'est quelqu'un qui dessine la cathédrale, un peu des dessins un peu futuristes, etc. Enfin, et voilà. Et c'est une personne aussi qui a fait, qui a un passé de tagueur qu'on peut trouver dans des friches rémoises. Et donc là, dans une friche,
En fait, la nuit, si on s'amuse à la peindre, on peut arriver à faire une photo complètement différente. C'est-à-dire qu'on va aller venir peindre sur le mur avec des lampes pour peindre le support. Donc là, c'est vraiment de la peinture de lumière. Bon, c'est pas ma spécialité, mais quand on a des endroits avec des trucs comme ça, il y a des choses sympas à faire. Je vous l'ai mis surtout pour l'exemple. Ensuite, je vais retrouver un petit peu des similitudes avec mon collègue d'avant. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais intégrer un modèle à l'intérieur du visuel. Donc là, il y a 2 photos que j'aime moi particulièrement. Enfin, c'est mes 2 préférées. Il y a plein de photos que je supporte plus dans l'expo, que j'ai du mal à regarder maintenant, mais celles-ci, je les aime bien. Donc il y en a une qui est faite avec une danseuse professionnelle qui fait déjà ce genre de photos, etc. Enfin, qui est habituée à se faire prendre en photo, et on était en repérage et on était en train de tester des lampes. Donc voilà, on en a profité. Elle avait une tenue spéciale, donc voilà. Je vous propose de faire quelques visuels comme ça, vous allez voir, c'est très 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 facile. Et celle-là, elle a été prise sur le côté de la cathédrale de Reims, côté gauche quand vous regardez le parvis, c'est-à-dire côté nord, sur une petite porte à l'entrée, voilà. Alors la différence entre les deux, d'habitude j'ai les questions, mais là personne ne m'a posé de questions, peut-être que vous n'avez pas osé. En fait, si vous regardez le premier visuel de gauche, vous avez un trait qui est discontinu. Vous voyez le trait discontinu ? Simplement en fait que si j'allume une lampe simple et que je la déplace, je vais avoir un faisceau plein. Par contre, la lampe, moi, je peux la mettre en clignotement. Et si je remets une autre lampe à l'autre extrémité, je vais quand même avoir la partie éclairée, mais je vais avoir le trait discontinu. Alors là, il y a un problème de puissance. Il ne faut pas regarder les pixels cramés, parce que là, il y en a pas mal sur la photo. Mais bon, c'est comme ça fait partie du visuel. Et puis celle de gauche, c'est pareil, hein, c'est simplement le clignotement rapide avec le tube que vous devez avoir juste là, le tube orange que vous avez devant vous. Celle-ci, je l'aime bien aussi, elle est particulière aussi, elle était prise sur le côté de la cour carrée du musée du Louvre, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous y promener. Il y avait, ce soir-là, c'était sympa, il y avait un musicien qui jouait de la musique classique, et donc on s'amusait à faire des photos juste à côté, et on a été, en 15 secondes, on était dans l'ambiance, on était vraiment dans la poésie, c'était nickel. Donc ça, c'est des photos que j'ai fait avec mon épouse en modèle. Là c'est pareil, c'est le même genre, là c'est une petite visite à Étretat. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Sa particularité, c'est qu'en fait si je ne bouge pas l'extrémité là, c'est du tube, et que je fais passer la lumière dedans, vous allez avoir un marquage en fait au sol, et c'est le marquage au sol que vous allez retrouver sur les galets. Après, on marchait sur les galets, dans le noir, tout ça. Ce soir-là, il y avait un vent. Avec mon trépied un peu bancal, il y avait un vent à 70 km/h, j'étais obligé de me mettre contre l'acheté pour vraiment arriver à stabiliser l'appareil photo. Ensuite, on arrive dans des techniques beaucoup plus évoluées. Alors la première, elle est assez complexe, je vais essayer de vous l'expliquer, mais je vais commencer par la deuxième, qui est assez rigolote. J'ai utilisé une barre de LED comme ça, que je vais essayer d'utiliser tout à l'heure pour faire un visuel avec vous dehors. Et quand on regarde de près, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, j'ai représenté des photos dans un visuel, mais il n'y a pas de Photoshop. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris mon bandeau de présentation de ma page Flickr, j'ai fait une capture d'écran. Cette capture d'écran, je l'ai mis sur une carte mémoire, donc c'est une photo que j'ai mis sur une carte mémoire, que j'ai mis dans ce petit appareil-là. D'accord ? Il y a des gens qui font de l'informatique ici ou pas ? Non ? Ça va pas m'aider. Ça, c'est l'équivalent d'un Raspberry. En fait, c'est un mini ordinateur. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lire l'image. Mais il va lire l'image de la gauche vers la droite, et il va la lire sur 1 pixel de hauteur à chaque fois, et il va se déplacer comme ça, sur la droite. En même temps, il va allumer les lampes, d'accord ? Et moi, je vais me déplacer en même temps. Ce qui fait que je vais reproduire en fait l'image
en me déplaçant et en l'allumant au fur et à mesure. Ce que fait une imprimante. C'est ça, c'est une imprimante. En fait, c'est une imprimante de lumière. On pourrait l'appeler comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris où je suis clair. J'ai l'impression de ne pas être clair. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, bah là, c'est un texte que j'ai préparé pour la grande patronne. C'est un petit visuel avec un texte qui va défiler. Alors là, quand on le regarde comme ça ressemble à rien. Et puis quand on fera la pause longue, peut-être que ça ressemblera à quelque chose. Alors ce qu'il faut savoir, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai des light painters dans la salle, des puristes. C'est un outil qui est très très mal vu dans notre milieu à nous. En fait, je fais partie, moi, d'une alliance mondiale. On est, voilà, c'est un peu... C'est pas une secte, hein, mais on est un peu des gens un peu bizarres. Et c'est un outil qui... C'est très facile, vous voyez bien, c'est super facile. Et donc, c'est super mal vu. Quand on présente des images avec ça, c'est super mal vu. Pour les gens qui ont vu l'expo, la seule image de l'expo qui est faite avec ça, c'est le phénix. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe au petit phénix. Donc, le phénix, il a été réalisé avec ça. Mais, je le répète, pour le commun des mortels, c'est super joli, mais pour un light painter, ça a été fait avec ça, voilà. Enfin, même si la photo elle est belle, ils ne veulent pas en entendre parler. Alors moi je l'ai gardée parce que cette photo-là me plaît, donc je l'ai gardée. C'est-à-dire que en fait, les puristes, naturellement, ne souhaitent pas prouver leur compétence en n'utilisant pas une lumière qui est puissante et facile d'utilisation. C'est ça. Si vous voulez, nous, on organise des petits concours entre pays. Il y a un championnat du monde qui existe. Et dans le championnat du monde, la première règle déjà, c'est pas de Photoshop. On est obligé de fournir les RAW sur les photos. On n'a pas le droit à la double expo. Il y a tout un tas de règles. Et ce genre d'outils-là sont complètement proscrits. Sauf que si on les utilise intelligemment, il faut déjà être assez malin pour arriver à trouver si on l'a utilisé ou pas. Alors bien sûr, si j'utilise sur un visuel comme ça, c'est évident, ils vont tout de suite le voir. Mais voilà, c'est proscrit. C'est-à-dire que s'ils s'aperçoivent qu'il y a ça, vous êtes sûr que votre image, elle passe à la trappe directement. Pour faire un dinosaure, ça le fait. Alors pour faire un dinosaure, ça le fait, mais je préfère le dessiner à la main. Et en plus, quand tu vas le dessiner à la main, alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure, ou on pourra le faire ensemble. Par exemple, vous allez simplement prendre une silhouette sur quelqu'un où vous allez suivre les contours, par exemple de ses jambes ou de son corps. Bah, le fait de suivre en fait les contours, on va avoir cet effet de relief et tout. Les côtes du dinosaure, au lieu de faire un trait comme ça, tu fais un trait comme ça, et quand tu as la profondeur sur l'image que tu ne pourras pas avoir avec ça, parce que là, tu es à plat de toute façon. Donc ça va tout de suite se voir. Puis en plus, c'est pas puissant comparé à la petite lampe, c'est pas assez puissant. Mais c'est pas bête. Sauf le même système en jonglerie. Ah, les bolasses, exact. Alors ouais, alors beaucoup plus court, beaucoup moins... beaucoup plus court en fait. Hein. Ça peut être plus long. Et ça fait des beaux dessins, etc. Ouais. Mais ça manque un peu de puissance, je trouve. Mais c'est vrai. Alors moi, avec ça... Et ce serait autorisé alors Ah non, enfin c'est autorisé si vous voulez, ça va être autorisé. Sauf que quand le jury va voir la photo, il a fait ça avec ça, et puis hop, au revoir, et puis voilà, c'est tout. Alors moi par contre ça, je l'utilise professionnellement, très sérieusement, pour faire des bandeaux de pub pour les entreprises. Et là c'est génial parce qu'on vous demande, je vais dire n'importe quoi, hein, la mairie de la médiathèque de Chauny me demande un visuel, je vais aller faire un visuel avec un texte qu'ils vont me donner, que je vais mettre en place, que je vais prendre en photo ici à la médiathèque. Et la photo, j'ai pas besoin de la bricoler, ils auront leur truc. Quoi. Parce que maintenant, c'est aussi en bolas. Ouais. Avec du texte. Ouais, mais 1,80 m de haut. Donc si j'ai un bâtiment, 1,80 m de haut. Donc je peux faire, là vous allez voir le visuel que j'ai fait, il va faire à mon avis pas loin de 10 mètres de long. Bah oui, puisque en fait, si j'ai une hauteur de lettre qui fait 180 cm, là, forcément, je vais avoir de la longueur. Autre avantage de ça, c'est qu'après, on peut faire aussi des stop motion. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire le bandeau lumineux, on va écrire, je sais pas, n'importe quoi, hein, Chauny. Je prends une première photo, j'écris Chauny. Je me déplace de 20 cm. Je relance la photo, j'écris Chauny. Je me déplace de 20 cm et ainsi de suite. J'en fais 150. Et en fait, le bandeau Chauny va avancer. Je vais faire défiler mes images et il va avancer. C'est super sympa à faire. S'il y a des gens qui veulent voir ce boulot-là, je vous distribuerai des cartes avec l'adresse du site. Hein. J'ai mis plusieurs liens où j'ai travaillé pour plusieurs clients, où j'ai fait des animations comme ça. Alors c'est super sympa dans une présentation
dans une présentation, voilà, c'est rigolo, quoi, ça change. Il faut garder des déplacements bien spécifiques. Il faut une vitesse de déplacement qui soit constante. Alors, les gens qui ont conçu ça, ils ont pensé à tout. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à gérer la vitesse de déplacement ici au niveau du boîtier, d'accord? Donc je peux la ralentir ou l'accélérer si je vois que, par exemple, c'est trop écrasé, etc. Hein, si ça ne respecte pas les dimensions. Par contre, moi, je peux aussi contrôler ma vitesse de marche, simplement. Alors moi, j'ai pris cette habitude-là, c'est-à-dire que je ne touche pas à ma vitesse. Par contre, si je sens que mon visuel est trop écrasé, eh ben, je vais changer ma vitesse de marche, tout simplement. En accélérant, ben, je vais l'étirer un petit peu. Alors le mieux, c'est d'avoir à sa vitesse de marche normale. Mais vous allez voir, je pourrais le faire essayer à n'importe qui dehors, vous allez voir, il suffit de marcher avec le truc allumé et c'est tout. Hein, c'est pas, voilà. Évidemment, si on commence à courir et que le truc fait ça, bon, ça va se voir. Hein, mais, Non, parce qu'on pourrait prendre quelque chose de motorisé aussi. Se fixer à un vélo pour avoir tout. Alors j'ai déjà pensé. Quelque chose de beaucoup plus. Ouais, j'ai déjà pensé avec une voiture faire des trucs dans ce genre-là, mais j'ai pas eu l'occasion de mettre ça en place. Mais c'est vrai que voilà, pourquoi pas. Et par contre, pour fixer ça sur un vélo, enfin voilà. Ah, je comprends. C'est possible. Ah non, mais on peut essayer après, si vous voulez, j'ai du scotch. Un vélo, Bon, par contre, les petites lampes que je vous ai présentées, à chaque fois c'est quelques poignées d'euros. Là, ça vaut quand même 350 euros. C'est pas que j'y tiens, mais. Ah, j'ai pas expliqué la deuxième et je sais qu'il y a des gens qui sont en attente de la deuxième. Alors, je vais essayer d'être clair. Bénédicte, est-ce que tu as gardé le carton, tu sais, rond que je t'ai donné tout à l'heure? Non, tu l'as pas là sous la main des fois. Non, mais tu sais, tu vois ce que je veux dire? Pas la photo qui est dedans, juste le carton rond. Non, mais laisse tomber, c'est pas grave, je vais essayer d'expliquer. Alors en fait, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous voyez une boule de feu en suspension entre deux arbres. C'est ce que vous voyez ou pas? Ça me rassure hein, si vous voyez ça. Alors, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas de montage, c'est tout bête à faire. Vous avez un appareil photo, vous mettez dans le noir complet, et la plupart des pare-soleil, alors je ne voudrais pas le bouger l'appareil photo, si vous regardez les appareils photo qui sont là-bas, la plupart des pare-soleil, ils ont une petite proéminence qui sort à l'extérieur de la lentille, justement pour faire le rôle de pare-soleil. Donc de là, vous allez imaginer qu'en fait, je vais mettre un tube en carton, je sais pas, une boîte de Springles, enfin, vous pouvez tout imaginer, qui va respecter la dimension minimale de mise au point de l'objectif que vous utilisez. Je suis clair? Si je prends un 24 mm standard chez Canon, la distance de mise au point, c'est 45 cm. Donc je m'arrange pour que, c'est en partant du fût en plus, je crois, donc je m'arrange pour que ça fasse 45 cm. D'accord? Ce bout de carton, ce tube, vous l'attachez avec du scotch dans le pare-soleil. Il faut qu'il rentre dans le pare-soleil. Vous me suivez toujours? Au bout de ce tube, vous allez placer, là par exemple, c'est une boule de Noël, blanche, que j'ai placée au bout, que j'ai bouché en fait le tube. D'accord? Je me suis mis dans le noir complet. J'ai fait la map, alors à la main, j'ai fait la map en zoomant à fond au maxi que je pouvais sur la boule, en allumant une lumière en transparence. D'accord? Une fois que j'ai fait ma map, je désactive mon autofocus, j'ai fait ma map, je le désactive, et de là, je vais faire une lumière, je vais déjà tester pour avoir équilibré, en fait, que je crame pas tout, c'est-à-dire que je vais regarder, hein, là vous voyez, en fait là elle est cramée, mais c'est un peu volontaire parce que j'avais fait des petits trous d'aiguille dedans, donc essayez d'avoir quelque chose d'à peu près, voilà, à peu près cohérent. Une fois que vous avez trouvé à peu près le temps d'exposition, vous commencez la vraie photo, c'est-à-dire qu'après on ne peut plus tricher, on est sur une seule expo. Donc je lance la pause, je fais la première, en fait, par exemple 5 secondes, j'allume pendant 5 secondes ma lampe, je l'éteins, je suis dans le noir. Dans le noir, je vais enlever le tube que j'ai mis en carton, d'accord? Je vais prendre le capuchon que j'ai posé dans ma poche, et je vais boucher l'objectif de l'appareil photo. De là, je vais mettre le trépied sur mon épaule, et je vais faire 200 mètres, et je vais sortir de la maison pendant je vais me balader avec mon appareil photo. Il est en pause, il est en train de faire une longue exposition. Je vais le placer devant les arbres, d'accord? Alors j'ai été malin, j'ai pris une focale en 24-105, donc j'ai fait ça en 105 mm
J'ai toujours le capuchon dessus, je pose mon trépied, je fais à peu près mon cadrage. Alors là, les puristes, ils vont me tuer. Bon, je fais à peu près mon cadrage, d'accord? J'ai toujours mon bouchon, je repasse à 24 mm et je fais gaffe à ma map qui doit être vers l'infini ou à peu près à l'hyperfocale si je la connais. Bon, ma map vers l'infini. Une fois que j'ai fait ça, je suis à peu près placé, je renlève mon bouchon, d'accord? Et puis moi, je viens simplement, en fait, je me cache derrière un arbre avec une lampe et je viens éclairer l'autre avec une lumière de la même couleur que celle-ci, hein, évidemment. Ensuite, hop, je me balade tranquillement, je vais me cacher derrière l'autre arbre, je viens éclairer l'autre, j'éclaire un petit peu le sol, d'accord? Puis j'arrête ma pause, et j'ai la boule qui est en suspension et qui apparaît autour des deux. J'ai été clair? J'ai été clair ou pas? Alors pourquoi je fais ça en simple expo? Simplement pour pouvoir inscrire la photo à des compétitions. Je pourrais la faire en double expo, ça serait super facile, hein. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y en a certains, s'ils regardent la photo de près, ils me diraient « Comment est-ce que tu as fait les rayons là qu'on voit partir ?»« Ah, c'est du Photoshop. » Bah non, c'est pas du Photoshop. À l'intérieur du tube, en fait, j'ai mis du papier craft, de la nappe, vous savez, de la nappe gaufret toute bête, à l'intérieur. Et en fait, la nappe gaufret, avec la lumière qui passe à travers, ben, on voit, en fait, on retrouve les stries en fait, de la nappe gaufret. Mais tout ça, tu le penses avant? J'ai testé, et puis en testant, j'ai l'idée qui me vient. Alors, il y a une demoiselle qui s'est déplacée, qui a fait 150 km pour voir ça. Elle l'a testé avec en fait une boule transparente et elle a mis du coton à l'intérieur. Et c'est un truc que j'avais présenté là dans Phototech où j'avais expliqué, c'est la même technique, sauf que la texture, au lieu que ça soit une boule, c'est du coton qu'on prend en macro, en fait, qu'on prend de très près et qu'on éclaire par transparence. On a une espèce de nuage un peu bizarre qu'on fait flotter dans l'air. Mais franchement, c'est tout bête à faire. Hein. Bon, après, il faut trouver... J'abuse peut-être un peu, non? Non, je me rends pas compte. Hein. Ça va? Ouais? Alors, ben là, voilà, la fameuse boule dont on parlait, c'est-à-dire que c'est exactement la même technique. Ce qui est rigolo, c'est que ma boule, je l'ai fait tomber sans faire exprès, je l'ai cassée. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit, on arrive à retrouver les cassures en fait de la boule en plastique. Mais c'est exactement la même technique. Celle-ci, elle est présentée, voilà. Alors là, c'est de l'abstrait. Hein, elle est présentée dans l'expo. C'est une photo qui a été reprise par 500px, qui a été un peu qui a été populaire. Je ne sais pas pourquoi. 500px m'a contacté pour la remettre en place, etc. Enfin voilà. C'est des volutes simplement. Moi, j'aime bien faire des volutes. Donc simplement des mouvements dans l'air. Là, j'ai utilisé 2 lampes différentes, toujours à l'heure bleue. Celle-ci, c'est un autre style. C'est la grande que vous avez dans l'expo. Toujours avec 2 lampes. Et celle-ci, je me suis amusé à la mettre parce que je l'aime bien. C'était pour faire plaisir à mon portraitiste, mais il est parti, je crois. Le portraitiste nikoniste au 85 mm. Donc je l'ai rajouté exprès tout à l'heure. C'était pas celle-là normalement qui était prévue. En fait, c'est du 85 mm. Enfin, c'est du light painting, mais avec un 85 mm, montrer que on n'est pas obligé de faire du 24 ou du grand angle. On peut aussi s'amuser avec des focales qui ne sont pas faites pour ça à la base. Hein. Je m'en sers pour faire autre chose à la base, mais je l'ai trouvée assez rigolote. Donc elle est toujours dans la cour carrée du Louvre. Et là, on voit bien que j'ai ouvert un peu plus. Hein. On voit que j'ai ouvert un peu plus, donc j'ai un flou plus important. Voilà. Bon, elle est un peu technique à réussir au niveau de la netteté. J'ai les mêmes problèmes que toi, de toute façon, hein, que tu peux avoir. Puis là, en plus, j'ai le backlight, la lumière qui vient de derrière, qui m'éclate tout. Voilà. On faisait des tests, on s'amusait. J'ai décidé de garder ça. Alors, il me semble qu'en haut, c'est marqué un truc. Il me semble que maintenant, c'est à vous de jouer. Alors moi, ce que je vous propose, il a l'air de faire nuit dehors. Ouais. Alors, on a 2 options. Soit je fais un petit visuel là devant tout le monde, encore un peu, avec un peu de lumière, histoire de montrer juste une photo pour vous rassurer, vous montrer que c'est facile. Ou alors on passe tout de suite à l'extérieur. Vous demandez au grand chef, je ne sais pas où aller. C'est comme vous voulez.
Elle est partie. Dites-moi. Il n'y a plus dans le chat. Dites-moi. On fait une photo là? Vous voulez faire une photo là? On essaye? Comme ça tu l'auras dans ta vidéo. J'ai besoin d'un volontaire ou d'une volontaire. Je fais 150 grammes, tu fais. Alors, je suis pas dans les bonnes conditions, vous doutez bien, on est dans une salle, c'est allumé, je sais Je peux pas ce que baisser ça va encore. donner. Je peux couper. S'il faut, je peux. Ah, je peux Regarde. couper des... On va faire un test, on va regarder ce que ça donne. D'accord? Puis en plus, il faut que j'aille mettre une veste, mais je le ferai après quand on sera dehors. Simplement vous montrer la rotation. Sur le strike. Tu coupes le vidéo proche? Juste là. Alors là, il y a de la lumière. Donc je vais fermer un petit peu quand même. C'est heureusement que le photographe animalier n'est pas là parce qu'il me verrait manipuler ça comme ça à l'arrache. J'aurais déjà pris 2 taquets. Alors vous avez remarqué qu'en fait, quand je fais simplement les rotations, vous savez, la rotation en fait du modèle, le défaut c'est qu'on va voir en fait le démarrage ou l'arrêt de ma lampe. Parce que souvent ma lampe elle est allumée avant le début de mon expo. Donc c'est pas très joli, on va avoir une bande lumineuse plus marquée. Alors la technique c'est de mettre le modèle en robe et de le masquer derrière la robe. C'est plus facile. C'est pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure. Moi je vais vous montrer le principe. Alors je sais pas ce que ça va donner. Alors la technique, normalement je devrais être habillé en foncé, je vais aller mettre une veste en foncé. En plus derrière il y a l'éclairage blanc qui renvoie la lumière vers moi, mais bon, voilà, on va voir. Les pieds bien écartés du modèle parce que je ne sais pas si vous avez vu sur mes photos, quand je suis trop près et que je m'approche un trop près, ben, on peut voir les pieds apparaître. Et la modèle complètement souriante et décontractée. Tu peux écarter tes doigts comme ça on donnera voilà, tes mains un petit peu tes doigts comme ça. Donc je lance ma pause. La vieille manie, je cache la télécommande derrière mon dos pour ne pas voir la lumière de la télécommande. Et puis j'envoie. Moi, je ne sais pas si l'appareil marche. Je ne sais pas si je l'ai entendu se déclencher en direct. On va la refaire. On va demander au chef s'il voit quelque chose apparaître sur l'écran. C'est bon. Tac. Tac. Alors là, je suis embêté parce que, évidemment, entre les jambes, on va voir la lumière apparaître. La subtilité, on peut faire un truc comme ça. Tac. Voilà, t'as pas de crampe. Ça va. Je lance la pause. Stop. Tac. Je lâche. Alors, je sais pas si vous arrivez à sentir quelque chose. Si. Ça donne quoi? Je crois que c'est un peu trop éclairé encore. Ouais, c'est encore un peu trop éclairé. Alors, ce que je vous propose, on met ça en place dehors. Alors, difficulté quand on fait des séances de light painting en extérieur, il faut déjà compter le nombre de trépieds pour savoir comment on va se placer, parce que plus on va s'écarter, plus en fait vous risquez de choper en fait ma lumière si vous n'êtes pas dans l'axe. Donc il faut essayer de trouver un placement à peu près correct. Alors moi je vous propose de faire un truc. On va tenter le visuel pour le festival de la photo. On va aller se mettre sur la gauche de l'arbre et je vais essayer de faire marcher le fameux bandeau lumineux et écrire. Simplement pour que vous voyez ce que ça donne. Et si c'est sympa, on placera un ou deux sujets en ombre à l'intérieur de l'image. Et puis après, on verra. Après, on se laissera guider.